Canada, France, États-Unis, quelles sont les différences, les ressemblances? Est-ce que vous voulez en savoir plus tout de suite? On va tout comparer. On a 2 experts avec nous aujourd'hui sur ce podcast. Suivez-nous tout de suite. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous retrouver sur ce podcast. Je suis Julien Reynard d'Investir.us. Alors aujourd'hui, je retrouve mon fidèle acolyte Mathieu qui est ici en direct depuis la France, tout sourire, tout bronzé. Tout va bien Mathieu? Tout va bien, Julien. Merci encore une fois de m'accueillir sur ce podcast. Alors, tout bronzé, je sais pas. Parce que bon, en ce moment, on n'a pas un temps miraculeux, mais peut-être que notre cher invité va nous amener un peu plus de soleil. En tout cas, avec un Alors accent lui, qui il vient chante, du ça c'est sûr. Nord. Oui, Il mais vient avec un du accent qui Nord. chante. On a aujourd'hui Kevin Seguin qui nous rejoint sur ce podcast. Lui, Kevin est un entrepreneur, investisseur immobilier notamment, et qui nous rejoint depuis le Canada, Montréal. Comment ça va, Kevin? Bonjour tout le monde. Merci Julien de m'accueillir sur ce podcast. Ça va super bien. Ici, on a notre courte été qui va bientôt se terminer. Donc, non, tout va bien de mon côté. Encore une fois, merci de m'accueillir sur ce podcast-là. Et je suis content d'être avec vous, de partager tout ça. Ça promet d'être intéressant. Bien. Merci beaucoup de nous rejoindre. Ouais, l'idée, c'était aujourd'hui de faire, d'utiliser un peu. En fait, on se trouve à 3 endroits différents. Oui, Et on s'est dit, ça pourrait être intéressant à la fois comparer et voir ce qui se ressemble sur les endroits, les économies, euh, les, euh, les contacts aussi qu'on a au téléphone, puisqu'on a un métier qui est assez similaire, nous tous. On accompagne les investisseurs et les entrepreneurs dans leurs projets aux États-Unis. Et donc, voilà, l'idée est venue de se dire, tiens, on pourrait se faire quelque chose ensemble pour voir s'il y a des choses qu'on partage entre le Canada et la France ou l'Europe sur ce qu'on nous remonte. Et puis moi, je pourrais également vous apporter le côté américain sur des choses qui sont un peu différentes, évidemment. Alors, on vient de parler du temps, de l'aspect climatique des choses. Il fait beau à peu près de partout en ce moment, heureusement. On est en fin juillet, donc c'est plutôt normal. Moi, ma première question, et je la pose tout d'abord à Kevin, mais j'aimerais ensuite que Mathieu, tu nous donnes un peu les derniers sons de cloche. Comment va l'économie au Canada? Comment vont les choses? Quelles sont les nouvelles, Kevin? en fait, au Canada, avec les nouvelles élections qu'il y a eu, et puis il y a un énorme brouhaha avec, comment dire, avec les États-Unis et le Canada, les relations et tout ça. Ça crée une chimie, un petit peu de tension, comme on peut dire, de crainte pour certaines personnes. Mais en général, l'économie, à ce qu'on nous dit, se porte, se porte bien. Mais c'est ça, c'est plus une question de tension envers le Canada et les États-Unis que les médias nous mettent une grosse emphase là-dessus. Euh, donc, on est pas mal rendu là. Alors, ce matin, il y a eu une annonce qui a été faite encore, en tout cas côté américain. J'ai lu que donc tous les produits importés aux États-Unis depuis le Canada hors ALENA vont être taxés à 25%. Donc, je sais que cette discussion entre Trump et le gouvernement canadien, les gouvernements canadiens successifs, puisque vous avez changé récemment, Ouais. euh, on la connaît la discussion, on a vu les enjeux politiques derrière, les dramas politiques aussi. Comment c'est perçu dans la société? Comment est-ce que les gens voient les choses? Est-ce qu'ils comprennent ça? J'imagine aussi que les politiques, évidemment, jouent pour leur compte, donc ont plutôt tendance un petit peu à faire monter le sentiment anti-américain et plutôt pro-canadien, ce qui est plutôt normal. Ouais, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Ça fait un sentiment que, simplement, une petite anecdote comme ça, ici au Québec, au Canada, c'est les vacances de la construction, comme on appelle. C'est 2 semaines que tous les travailleurs sont en vacances. Et puis, comme à chaque année, il y a beaucoup de Canadiens qui franchissent pour aller aux États-Unis pour passer leurs vacances en famille puis tout ça. Et puis, il y a une grosse polémique là-dessus. Comme quoi que ceux qui traversent la frontière, ils ne boycottent pas, ils soutiennent pas. Il y a une grosse polémique là-dessus.
que je trouve malheureux venant des médias. Euh, Puis, ils ont interviewé justement des gens qui traversaient l'autre côté. Ils leur ont dit comment vous êtes accueillis aux États-Unis malgré les tensions canado-américaines. Tout le monde a dit on va aux États-Unis, puis super bien accueillis. Les gens sont souriants, ils sont contents de nous voir. On ne ressent pas la tension venant du gouvernement parce que ça se passe beaucoup plus haut que nous, admettons, un vacancier ou quoi que ce soit. Cette tension-là, malheureusement, les médias essaient de le mettre sur nous et de pas acheter américain, de ne pas traverser, de pas. Mais c'est un petit peu dommage parce qu'en réalité, les Canadiens ont tout le temps été super bien accueillis aux États-Unis et ça continue encore. Je reviens du Maine, justement. Puis, honnêtement, les gens, tout le monde est souriant, tout le monde est accueillant, un petit peu plus, un petit peu plus qu'au Canada, je te dirais. Euh, Bon, on a été on fait des affaires immobilières ensemble pour expliquer aussi. On reviendra sur ton parcours. Je me suis dit que je vais entamer tout de suite la discussion sur l'économie, mais je vais laisser la parole à Mathieu juste après. Et on reviendra après sur ton parcours pour que tu expliques un peu tout ça. Mais pour revenir sur cet aspect-là, il y a toujours une différence entre ceux qui font et ceux qui regardent les autres faire. Nous, on fait en l'occurrence, on a encore des affaires immobilières en cours et on travaille avec des avocats, on travaille avec des inspecteurs aux États-Unis. Là, dernièrement, euh, Kevin et un groupe d'investisseurs, bien sûr, sont en train d'acquérir des biens aux États-Unis. Je crois pas que vous avez été moins bien traité que si vous aviez le passeport américain, que vous étiez américain. Alors, toi, en l'occurrence, qui est une le passeport américain, mais je veux dire, en tout cas, que des gens qui sont vraiment assimilés aux États-Unis, vous avez eu le même traitement par tout le monde, en fait. Il n'y a pas de différence. Ben, en fait, c'est un traitement, personnellement, que je trouve plus facile aux États-Unis qu'au Canada. Ça a été des transactions vraiment agréables, smooth. Il n'y a pas eu de sentiment de frontières. Ah, ben, t'es Canadien, j'hésite à te vendre. Ou, ah, ben là, on hésite à faire. On n'a pas ressenti ça du tout, du tout, du tout. Au contraire, on s'est senti vraiment accueillis. Puis let's go. Là, donc, non, non, ce côté-là, comme que je dis, j'ai eu le sentiment que c'était plus facile, plus agréable, traité du côté américain que du côté canadien, québécois. Pour l'immobilier, en Ouais, tout cas. Ok. je pense que là-dessus, effectivement, oui, à nouveau, on va avoir un point commun. On va se retrouver là-dessus. C'est vrai que les transactions aux US se font de manière mais beaucoup plus fluide. Hem, je sais pas, enfin, ouais, pour nous, c'est incomparable par rapport à des transactions avec des notaires et des tas de choses qu'il faut, Les notaires, c'est un pour bon faire point. dans une transaction en France et les diagnostics, demander si la mairie veut pas préempter. Parce à chaque fois que tu veux acheter quelque chose ici, en France, la mairie a 2 mois pour te dire: «Ah oui, non, moi je veux acheter à la place que tu puisses vendre, à ce futur acquéreur». Enfin bon, c'est tout un mini parcours du combattant. Alors bon, les gens, ils sont habitués donc certains te diront, «Bon, ça c'est pas un frein, c'est rien». Parce que c'est vrai qu'on y est habitué, c'est comme ça. Mais quand tu commences à goûter à l'investissement aux US et que tu vois comment ça marche, voilà, tu closes en 30 jours ou moins, enfin, il y a pas tous ces droits de préemption et autres. C'est beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide comme tu disais, ouais. Ouais, c'est beaucoup plus Alors, fluide. C'est pour ça que je dis qu'aux États-Unis, les transactions étaient beaucoup plus faciles parce que nous, c'est un petit peu comme la France, à ce que je peux comprendre. C'est des procédures sur procédures sur procédures pour Mmh. acquérir un bien. Il faut absolument rentrer, cocher toutes les petites cases. S'il y a une Mmh petite mh. embrouille, c'est compliqué, c'est long, il y a des délais. Les Mmh. notaires, c'est long, ça prend des mois. Des fois, sont surchargés. Ça prend des mois à avoir un notaire pour pouvoir closer. Donc, Mmh. là-dessus, d'après moi, le Québec et la France se ressemblent beaucoup de ce côté-là. C'est pour ça que Vous les closez en États-Unis, combien de temps un peu Vous closez en combien de temps à peu près au Canada? ça peut se. Il y a des cas exceptionnels, là, mais La habituellement, c'est moyenne? 60 jours et plus, là, plus que OK. ça. Ouais, nous, c'est la moyenne, c'est ça, si tout se passe bien, si l'acheteur a son crédit, s'il a levé toutes les clauses Mhm. du contrat, ouais, il te faut 2 mois minimum, quoi, à partir Ouais, du moment où tu si tout est beau, si ouais, tout est blanc, 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 blanc. Faut pas qu'il y ait une petite tache, faut pas qu'il y ait quelque chose, sinon c'est des délais, des délais, des délais. c'est Euh, ça. puis aussi, c'est, mettons, toi, Julien, tu es habitué avec la construction neuve et la rénovation, les flips et tout ça. Et bien, juste avoir un permis de construction, juste avoir un permis de rénovation,
c'est encore une fois, les villes et puis tout ça, des restrictions, des délais, heu, ça démotive beaucoup d'investisseurs, ça. C'est Ouais, vrai. j'entends ça. Et encore ce matin, j'étais avec un copain, client, enfin investisseur, français. Il a un hôtel qu'il est en train de vendre en France et il m'expliquait toute la complexité. En fait, ils ont déjà signé un contrat, il a déjà un acheteur. Je crois que la vente se formalise vraiment en septembre, mais ça fait en fait, ils ont déjà un contrat ou une forme d'engagement. Ils vont pas closer, la vente avant, fin décembre. Ensuite, il y a une séquestre par le notaire pendant 3 mois. Il aura pas son cash avant mars ou avril, l'année prochaine. Ouais, parce qu'il a dû vendre sûrement, le fonds de commerce. Il a dû vendre Ouais, l'intégralité du fonds. Quand tu vends un fonds, les fruits de la vente peuvent être, séquestrés jusqu'à 5 mois. c'est T'imagines? incroyable quand même, hein. 5 mois. C'est incroyable, hein. Nous, Ouais. C'est fou, nous, c'est tu Et fou. fais le c'est la comptable norme, pour hein. une nappe, hein, au restaurant et demain, l'avocat, il a le temps de s'occuper de tes documents, il s'occupe de la vente et c'est terminé, hein. En une Ouais. semaine, c'est fini. Ouais, là, avec ma compagne, tu vois, on a fait récemment une session de fonds sur un restaurant et hem et 5 mois. 5 mois pour que le vendeur, puisse récupérer son cash. Waouh. C'est quand Alors du même coup, impressionnant. Mathieu, ouais, c'est long. Ça, Mathieu, c'est tu peux spécifique, hein, pour nous, hein, c'est vraiment pour les sessions de fonds. Quand tu fais une session, classique de bail enfin de local, ça va plus vite. C'est instantané même, Mathieu, tu peux revenir du coup, je te retends la sur perche. l'économie, ouais. Ouais, nous refaire un petit point global et après ce que j'aimerais, c'est revenir vers, Kevin. Une fois que tu nous auras fait ce topo, Mmh. voir un peu les ressemblances et les différences qu'il peut y avoir au Canada et puis la situation globale qui est en France et en Europe. Bah, écoute, Après revenir vers Kevin pour qu'il se réintroduise plus en détail. pour nous, écoute, économiquement, ça va super bien. Écoute, on a signé, Ursula von der Leyen a signé un deal pour nous avec Donald Trump. Ah, ce deal est incroyable. Coûte 15 de de droits de douane contre, 600 milliards d'investissements aux États-Unis et 750 milliards d'achats de produits énergétiques. Attention parce Donc qu'il y a des gens qui vont te prendre au premier degré, hein. Je confirme que c'est du second degré, hein. ah ben là, oui, franchement, quel deal! Quel deal! Donc ouais, non, voilà, c'est la petite boutade, le petit clin d'œil, mais non, ça va pas du tout. Enfin, qu'est-ce que c'est que enfin, tout le monde aujourd'hui se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce deal?» Ça les voix commencent à se lever. La majorité des pays européens commencent un petit peu à lever la voix. Alors on sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'elle aurait dépassé les lignes rouges qui avaient été fixées ou en tout cas les cadres du mandat qui lui avaient été, confiés pour négocier avec Donald Trump? On sait pas trop, mais apparemment ça grince des dents un peu partout. Heu, ouais, non, on va essayer de rester poli, mais c'est pas bon. C'est Et tu sais que Trump a écrit un bouquin il y a 15 ou 20 ans. Le titre, c'est Make a Deal. C'est tous les plus gros deals qu'il a fait, la manière dont mmh. il a négocié. J'aurais voulu recommander à Ursula qu'elle lise ce bouquin Ah, tu avant de penses que rentrer en dans la négociation avec pièce. Trump, parce que je pense que là, Ah, il lui a tordu le cou. il a tendu le coup, mais c'est Ah, il lui a Trump. tordu la main. C'est un deal maker. Il est Ouais, connu comme ça aux États-Unis. Des bah, gens ont bien sûr. oublié. C'est le président des États-Unis, mais c'est un homme d'affaires. Mmh. Hem, Mais c'est ça qui est quand même, un petit peu aberrant, c'est que on le sait, on connaît le bonhomme. On sait comment il fonctionne. Il y a pas besoin d'être un grand économiste, pour le savoir et pourtant, elle a réussi à se faire tordre le bras, à rentrer dans cette pièce et à en ressortir avec un deal perdant. En essayant de te le vendre comme un deal gagnant, bien sûr, hein, parce qu'il faut pas perdre la face. C'est incompréhensible. Moi, je pense que c'est par excès de zèle, c'est-à-dire enfin et excès de fierté. C'est comme beaucoup de démocrates aux États-Unis. On prend Trump pour un clown parce qu'il sait faire le clown, en tout cas, il est haut en couleur. Mmh, Sauf que ça, c'est l'habillage. Dedans, il y a quelqu'un qui a fait du business toute sa vie, qui a été quand même plutôt bon en affaires. Bon, il est parti, il a eu des gros, gros échecs, il s'est fait très, très mal et très, très peur et il a bien revenu dans le business en quelques années. Mais voilà, il a une carrière riche, mais je vois les Européens et la mentalité qu'il y a sur, les États-Unis, enfin, en tout cas, particulièrement Donald Trump. Heu, il y a un côté un peu condescendant, sauf que sur une table, pour faire un deal, heu, je vois des enfants et un adulte, quoi, à la même table. J'ai ouais, mais l'impression. clairement l'Europe a vraiment mais raté une occasion, je pense, de s'affirmer, clairement.
on a offert une victoire, je pense, hein, on a offert une victoire, politique à Trump, hein. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des enfin, à la suite de ce deal, tous les journaux ont à peu près titré dans le même sens et aussi bien, voilà, de la gauche jusqu'à la droite, hein, ils ont tous à peu près titré pareil et pour une fois, ils se retrouvent, là-dessus. Tout le monde, voilà, tout le monde dit: «Ouais, non, là, ça va pas, là, c'est» alors la France souhaiterait faire, de la résistance. On n'a toujours pas entendu, Emmanuel Macron s'exprimer à ce sujet. La Révolution française. Voilà, toujours on résistait encore et toujours. Ouais. Donc a priori, il voudrait se lancer dans quoi? On ne sait pas, Est-ce que tu mais il vois voudrait un résister. impact, est-ce que tu vois un impact sur les investisseurs français qui se mettent un frein dû à justement la précarité, qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils s'en aillent, puis tout ça? Tu vois-tu, toi, dans ton entourage, dans ton cercle d'entrepreneurs, des gens qui ont peur de plus se lancer, d'aller plus loin, de prendre plus de Ça, risques? bon, c'est un sentiment général, mais ça n'a pas été renforcé depuis, l'élection de Trump, hein. Ce sentiment général, il existe, mais ça, c'est parce que c'est dû à une politique nationale, hein, qui fait qu'elle n'est pas vraiment pro-entrepreneuriale. Elle est plutôt pro-taxe, Je ce qui connais est ça. pas trop, oui, c'est pas trop les taxes et l'entrepreneuriat, c'est pas trop compatible. Donc mais il y a un moment donné où, alors oui, certes, la France est un des pays qui s'est levé de l'impôt le plus facilement. C'est les meilleurs pour ça. C'est une qualité qui leur est reconnue et c'est en partie pour ça que les marchés continuent de voilà, de pas faire la gueule et d'accepter notre situation. C'est aussi en partie pour ça. De financer le Ah, déficit, tu veux dire? bah, mais de quoi parles-tu? On va on va parler du vrai sujet quand Non, même. non, non, on va pas changer de sujet, mais non, mais ils savent très bien que voilà, s'il faut, passer la TVA à 21, à 22, à 23, On est plus à ça se ça près. passera. Voilà, ça se pa ils le savent, on a encore ce levier-là. Donc Incroyable. oui, les entrepreneurs en France, font un peu la tête et puis il y a cette zone grise qui est pas très agréable où tu es l'entre-deux, tu vois? Entre le petit entrepreneur, bon, il va s'en sortir à peu près, tant bien que mal. Le gros entrepreneur, il va s'en sortir, mais celui qui est au milieu et là, c'est la fourchette, elle est large, le panel Ouais. est large. Là, c'est Ben, dur, là, c'est dur. exactement le même phénomène ici au Québec. C'est soit que tu es petit, tu restes Ouais, petit, soit que tu es extrêmement gros. L'entre-deux, c'est l'enfer. c'est Tu dur. peux pas, il y a pas vraiment d'entre-deux, là. Tu peux pas, tu peux pas t'en sortir, là. C'est difficile, ouais. Bah, parce que l'État joue plus son rôle. Ça s'appelle, arriver à voilà, à lancer, les entrepreneurs, de petits à les faire grandir, en fait. Mmh. En fait, ce qui se passe, c'est que on en revient à nouveau, aux Oui, taxes, il joue c'est-à-dire trop que son rôle, pardon. ouais, mais oui, bah, il le joue Ouais, il plus joue trop bien correctement, son quoi. rôle. Voilà, il le joue plus correctement. Ouais, C'est-à-dire voilà. qu'ils élargissent au maximum l'assiette taxable enfin, pour moi, ça produit un nivellement par le bas, hein, du coup et pour taxer le maximum le plus large possible, mais le barème est enfin, c'est pas bon, quoi. Les barèmes sont pas bons. On le voit, hein, dès qu'on investit aux US, on découvre, bah, les directement, c'est la première chose qui va intéresser un investisseur, c'est de regarder le barème progressif et là, on fait: «Ah, mais c'est ça un barème progressif, en fait». Bah, ouais. Voilà, c'est ça un barème progressif. On Alors parle qu'en de France, barème très vite, progressif en France. tu dans C'est des du taux délire. énormes, très Bah, c'est vite. du délire, voilà, très Bah, ouais. vite. Très, très Bah, vite ouais. Bah, ça, et c'est une pour aller chose qui est très chercher, différente. ouais et pour aller chercher après des taxés enfin pour réduire ton assiette taxable, pour aller chercher des niches, bah, c'est pas valable pour tout le monde et généralement cet entrepreneur du milieu va pas avoir accès à ce que le plus gros entrepreneur va pouvoir, faire pour réduire sa fiscalité donc il y a un déséquilibre aujourd'hui total, oui, sur la taxation, ça c'est sûr. Aussi Oui. bien, là, on parle d'entrepreneuriat, mais c'est valable pour l'immobilier, hein, si on doit y revenir aussi, si on doit revenir à l'immobilier, c'est la même, quoi. C'est pareil, en immobilier, tu te fais quand même lourdement taxer. Ben, lourdement, surtout sur les gains en capitaux. Aussi, Euh, ouais, chez ça, nous, c'est pas bon ça. ça, c'est énorme ici, là, les Ouais, gains en capitaux. Dans le fond, le Québec veut sa part, puis sont pro taxes. Hein? Donc, aussi, plus que tu fais d'argent,
puisqu'ils veulent leur cote. Donc, c'est difficile de jongler avec tout ça. Puis comme que Mathieu l'a dit, les grands, les gros, ils peuvent s'en sortir avec des stratégies fiscales favorables à l'impôt, tout ça. Le petit, c'est difficile. Il arrive tout juste à se sortir la tête de l'eau. Puis lui, du Ouais. milieu, il fait juste caler. L'entre-deux est vraiment hallucinant parce que les gens qui veulent, comme les entrepreneurs du Québec, qui veulent se lancer, ils se disent: Ah, ben, Colin, ouais, je vais me lancer, let's go, on y va. On a tendance à penser qu'on va avoir des faveurs fiscales, peut-être, vu qu'on va créer de l'emploi, vu qu'on a l'ambition, tout ça. Mais c'est complètement le contraire. On se retrouve à payer 2, 3, 4 fois plus pour avoir l'ambition d'essayer quelque chose. Ouais, je comprends. Tandis que aux États-Unis, par contre, c'est complètement autre chose. Ils sont pro-entrepreneurs. T'as des vraies faveurs. Je sens plus qu'ils t'aident là-bas que ici, dans notre propre pays. Tu sais, Oui. c'est une grosse différence, ça. Puis c'est pour On te ça que de laisse, on, plus en plus de monde pardon. veulent faire la transition, hein. Ouais. On te laisse le temps probablement effectivement d'avancer, dans le développement de ton entreprise. Je vais juste reprendre la parole 5 minutes si ça vous dérange pas, enfin pas 5 minutes, 1 minute. Juste pour réintroduire Kevin parce qu'on ça fait 20 minutes qu'on parle, et je pense que ça serait bien qu'on revienne sur, Kevin Seguin. Qui es-tu? Peux-tu te présenter? On a fait une longue intro, sur, La la situation digression même. économique, mais je pense que c'est bien que les gens qui nous écoutent aussi, qui, connaissent forcément qui me connaissent précisément et qui commencent à bien connaître Mathieu, bah, qu'ils comprennent, qui tu es et pourquoi est-ce qu'on est tous les 3 sur ce podcast. Tu peux te représenter un petit peu ton parcours professionnel? Voilà, tous ces aspects-là. Ouais, ben, en fait, ben, comme vous avez reconnu mon accent, je viens du Québec. Euh, En fait, moi, j'ai été un travailleur toute ma vie. Et j'ai été un travailleur entrepreneur. J'ai eu des entreprises en construction. J'ai été directeur général pour des générales ici. Et tout ça, j'ai tout le temps été pas mal dans le bâtiment. Dans le bâtiment et l'investissement immobilier, les flips et tout ça. Et puis, jusqu'à un moment donné, je me suis dit, à cause justement les restrictions qu'on a au Québec, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça, je sais pas comment faire. Je veux investir aux États-Unis parce que j'ai de la famille là-bas et j'ai la double citoyenneté. Donc, pour moi, j'ai une barrière qui est déjà descendue. J'ai une facilité à pouvoir aller investir là-bas. Tu sais, j'ai déjà mon numéro social et tout ça. Je me dis, comment faire? Comment faire? Comment faire? Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai commencé à m'intéresser à la fiscalité américaine, à savoir comment faire. J'ai, ben, tout au long de mes recherches, ben, j'ai j'ai tombé sur des gens pour m'aider, mais j'ai tombé aussi sur des gens pour... je visais la Floride, et puis, ouais, ben c'est ça, il y a des gens qui... Ah oui, ben, viens avec moi, paye ça, on fait tout pour toi, mais des prix exorbitants. Tu sais, j'ai senti que c'était pas vraiment les services que je recherchais. Donc, j'allais voir ailleurs. Et puis, j'avais un sentiment que j'avais pas l'information que j'avais besoin, puis je suis un curieux de nature. Donc, OK. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à trouver du monde, trouver des partenaires. J'ai rencontré Julien, j'ai rencontré du monde. Puis j'ai eu l'idée de, OK, je veux vraiment aider les Québécois, les Canadiens à franchir ce pas-là. Comment je peux faire pour pas avoir le stress que j'ai eu, toutes les interrogations que j'ai eues? Comment je peux faire? Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de créer une entreprise en collaboration pour justement aider les Québécois dans toutes leurs transactions jusqu'à l'immigration. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est les trois ensemble, parce que nos branches fit toutes ensemble. C'est vraiment ça l'objectif. On travaille tout en collaboration pour offrir sur un plateau d'argent l'investissement américain, l'investissement immobilier américain. Donc, ça fait Ah, un grosso modo de ce que je fais. On ira plus en détail euh, par la suite, mais en gros, c'est pas mal là où est-ce qu'on en est. et je peux confirmer, moi, depuis ma position aux États-Unis où je reçois, tous les jours des contacts, historiquement plutôt des contacts européens francophones, probablement parce que je suis français d'origine, mais on a beaucoup de Canadiens, francophones.
qui, contactent aussi, régulièrement. Donc je pense que la proximité géographique forcément entre le Canada et les États-Unis, je pense qu'il y a encore il y a beaucoup, beaucoup de gens qui historiquement s'intéressent à l'immobilier, mais il y a de plus en plus de gens aussi qui, adhèrent, de plus en plus, à la on va dire, au modèle américain, états-unien, on va dire, avec, la volonté potentiellement de s'implanter, s'installer, ou faire des affaires même entre les 2. Mais, je pense que oui, c'est il y a une offre à mettre en place pour les petites et moyennes entreprises, ces gens dont on parlait, qui, se retrouvent plus dans le système notamment canadien et qui peuvent arriver à trouver aux États-Unis, ben, un pays qui va leur mettre en place une rampe de lancement, voilà, pour, grossir. Exact. Exactement, exactement. Puis c'est surtout avec, c'est drôle parce que c'est un petit peu un paradoxe avec ce qui se passe, les tensions, canado-américaines. C'est un petit peu un paradoxe parce qu'il y a des gens qui sont encore, plus anti-américains, qui mettent encore plus de barrières, qui veulent rien savoir, qui boycottent, qui n'achètent plus rien américain, tout ça. Mais il y a l'autre partie, qui pensait vouloir éventuellement quitter le Québec à cause écoute, de toutes les restrictions qu'on a pour vouloir investir aux États-Unis. Ben, eux, ils se sentent encore plus prêts de faire le move à cause de ce qui se passe présentement. Donc, ça filtre un petit peu les gens, puis ça les motive à vouloir bouger, de ne pas rester dans une fiscalité vraiment lourde pour les entrepreneurs, puis pour les gens qui veulent réussir, qui ont un rêve. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Québécois, malheureusement, avec tout ce qui est fiscalement parlant, des protocoles sur protocoles, j'ai l'impression que les Québécois, ils ne s'autorisent plus à rêver comme qu'ils ont rêvé avant. Tu sais, il n'y a pas le rêve québécois, ça n'existe pas, mais le rêve américain, ça existe. Puis c'est quelque chose de Ouais, réel. C'est quelque mais chose de réel, puis les gens, ils doivent s'en rendre compte. Puis on est là pour faciliter le pont entre les deux. Euh, on le fait, plusieurs gens qui le font, c'est de montrer l'exemple. C'est beaucoup plus facile qu'on pense. Il faut juste s'autoriser à rêver et de voir plus grand. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que le Québec. Puis si on pense à notre patrimoine, à ce qu'on veut, c'est important de laisser tomber ces barrières-là. Mmh. Tu voulais ouais. rajouter quelque chose, Mathieu? Non, non, mais c'est vrai qu'en plus, le Québec a une particularité, c'est que c'est un peu la double peine pour eux, tu confirmeras sûrement ça, Kevin, c'est que vous avez une entre guillemets «une double fiscalité» parce que vous avez la Oui, fiscalité applicable du Canada, mais en plus, il y a la surcouche du Québec. voilà. Double imposition en partant, oui, exactement. Puis ça C'est devient très enfin lourd. ouais, c'est Le fédéral est plus flexible, par contre. Et, OK. tu sais, quand on a une entreprise, le fédéral est plus flexible, il y a des programmes. Mais le Québec, il est assez requin. Il est assez vite sur la gâchette, mettons. Ça vient très lourd parce que ça peut te créer, ça peut te freiner. Puis tu veux avoir, tu veux aller plus loin dans tes développements, mais ça te prend des conformités d'absolument tout. Écoute, c'est très lourd, puis c'est très compliqué pour rien Ouais. de vouloir avancer. Tu sais, Bah, ça, c'est le bon vieux héritage français, hein. Là, on se retrouve tous bien, derrière ça, voilà. C'est ça. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Ouais, ouais, non, c'est vrai que C'est c'est la politique, c'est ça. C'est la politique qui a là-dessus été menée là-dessus on se depuis rejoint, ouais. 30 ans. Ouais, c'est la même chose. Bon, Mais, sans parler, comme disait tout à l'heure Kevin, hein, dès qu'après tu commences à attaquer les taxes sur le capital gain, enfin sur les gains en capitaux en fait. Bon là tu commences un peu à découvrir la douloureuse. ben, pour C'est revenir à pareil chez nous, hein. oui. pour revenir rapidement sur les marchés immobiliers, là, ce que vous voyez, toi, Mathieu, en France, comment, pour parler un peu plus précisément d'immobilier, c'est un bon baromètre, puis c'est quelque chose qu'on connaît tous puisqu'on est tous, dans ces métiers-là, dans nos pays respectifs, Mmh. comment sont les choses actuellement là sur, les affaires? Les taux d'intérêt ont diminué un peu en France, je pense. Ça a Oui, repris un petit peu, il y a des transactions. alors les transactions de toute façon ont baissé parce que, les prix de vente ont chuté, les transactions ont baissé par rapport à 2024, hein, j'entends. Parce qu'en 2024, ça a freiné énormément à cause de la montée des taux d'intérêt. Aujourd'hui, oui, on est redescendu. Aujourd'hui, on va être autour de 3,2 à peu près, Taux d'intérêt, tu veux dire? 3,2. Ouais, 3,2 de taux d'intérêt. Sur En 20 ans, 2020 25?
Ouais, plutôt 25, ouais. 25 ans, ouais. Plutôt 25, ouais. Et alors que en 2024, on avait eu un pic, on avait frôlé les 4, quoi. Enfin, on était à, bon, pour les plus mauvaises banques, hein, on va dire, c'était à 3,8 ou 3,8 passé, quoi. Ah, ça fait rêver, Kevin, hein, ces taux d'intérêt. Hein. Ah ouais, Ouais, bon, oui, c'est vrai que oui, pour vous, oui. bon, mais c'est vrai que Moi, ouais, je suis là, c'est le mauvais C'est exemple. hein, mais c'est édulcoré par le gouvernement, hein, qu'on se trompe pas. Ouais, Hein. c'est Il n'y a pas compliqué. de rendement, donc. Mais c'est vrai que voilà, comme les taux d'intérêt ont tendance à rebaisser depuis le début de l'année, ça a redonné un petit peu d'air aux investisseurs. Mais bon, derrière, le problème, c'est la rentabilité qui est toujours aussi basse. On va pas parler de villes comme Paris où ça va être vraiment je pense, le pire rendement. Alors, quand on parle, moi, c'est toujours délicat de parler de chiffres. Euh, on va parler d'un investisseur lambda, pas quelqu'un qui est capable d'aller chercher du off-market ou Ouais, ouais, ouais. d'acheter un bien pour le retaper, machin. Parce que tu auras toujours quelqu'un pour te dire, non, mais c'est pas vrai. Moi, je fais pas 3%. Moi, je fais du 10%. Mais je Oui, comprends ce que tu veux dire et je suis voilà. d'accord avec ça. Voilà. Donc, C'est bien de parler de ça. je Ouais, veux ouais. juste cadrer le truc. Là, on parle Ouais, ouais, je vraiment, suis d'accord avec ça. on parle d'investisseur lambda, quelqu'un qui se dit, enfin, je veux diversifier mon patrimoine, j'ai déjà peut-être un peu une assurance vie, je veux faire un peu d'immobilier. Monsieur tout le monde, il va aller voir une agence immobilière ou il va regarder sur des sites d'annonces, il va chercher un appartement, une maison, peu importe, et il va investir pour avoir du rendement et se dire, bon, bah, quand j'aurai fini mon crédit, je pourrai revendre et je ferai une plus-value. Voilà, ce monsieur tout le monde-là, en région parisienne, il va avoir accès à quoi? À 2,5-3%. Donc pour autofinancer, autant te dire que tu as intérêt à amener un paquet de cash en amont. Si tu vas, 2,5-3% quoi, de rentabilité oui, de rentabilité brute, hein, brute, brute, hein. Ah ouais, ouais, brute, 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 Oh oui, là ouais, là. je parle en brut, ouais. Ah oui, oui. 2,5 à 3% de rentabilité Sur brute, Paris. hein, faut payer Ouais, toutes les sur Paris. charges. C'est ça, exactement. La C'est CSG, loyer divisé par prix d'acquisition. Hein. Juste la donc formule mathématique, c'est ouais, ça. ouais. Mais non, Paris, c'est le pire exemple. Après, des villes comme Lyon ou Bordeaux, qui te parleront plus et qui me parleront plus, Ouais. on est sensiblement sur la même chose. T'es pas beaucoup mieux, hein, je pense, à Lyon Ah ou à Bordeaux. si, ouais, Un si peu quand même. mieux? Ouais, Un peu si, si, mieux? si. Ouais, ouais, tu peux tourner autour de 3,5, 4. Mais t'es pas dans le triangle d'or, quoi. T'es 4. Ah périphérique non. ou dans. Ouais, Voilà, ouais, faut non, aller non. chercher quand même déjà un peu là. Ouais. Triangle d'or, les prix au mètre carré s'envolent. Et le problème, c'est qu'à Bordeaux, comme à Lyon, en France, on a ce capping sur les loyers. Les loyers sont encadrés dorénavant. Donc en fait, acheter dans un quartier plus prestigieux, bah, ça paye pas forcément plus au niveau de la rentabilité. Certes, tu vas pouvoir utiliser, mmh, c'est plus 20%, parce que la loi t'autorise en France à dépasser de 20% le loyer, enfin le prix au mètre carré encadré, mais enfin, tu auras toujours une mauvaise rentabilité pour le coup, parce que Ouais. ton prix au mètre carré à la base était trop élevé. Donc voilà, tout ça pour dire sur Paris, ouais, rentabilité très basse, qui du coup, si tu veux atteindre l'autofinancement, demande à apporter beaucoup plus de cash qu'avant. Heu, Pareil à Lyon ou à Bordeaux, hein, on est face à la même problématique. Les prix du mètre carré augmentent. Donc si tu veux atteindre l'autofinancement, mécaniquement, il faut apporter plus de cash. Donc bon, ouah, certes les taux sont tombés, mais les rentabilités sont pas folles, quoi. Et on parle de brut, hein, bien sûr, hein. Ouais, ouais, c'est Donc quand tu presque de commences à la. avoir payé, la CSG, les impôts, alors c'est pareil, il y a plusieurs montages fiscaux, ou plusieurs, types d'investisseurs. Tu as des gens qui investissent, directement, d'autres à travers une SCI, mais une SCI, ça Mmh. peut être à l'IR ou à l'IS. Après, tu as les gens qui se mettent en location meublée non professionnelle. Enfin, là aussi, on va pas pouvoir couvrir tout. Non, mais c'est fou la complexité, pardon, je t'interromps, Ouais, de ce que les gens se mettent en place, honnêtement, pour gagner 2 cacahuètes, hein. On est ouais, d'accord, hein? Enfin, je suis c'est désolé, C'est je ah ouais, m'exprime clairement ainsi, ça. mais C'est moi, clairement ça, ouais. moi, je suis je connais les 2 ouais, pays, et j'en ai des biens aussi en France, mais beh, oui. c'est de la charité en France. Être investisseur ou OK, propriétaire immobilier, c'est de la charité. Le seul petit espoir que tu peux avoir, c'est la prise de valeur de marché. c'est ça. Mais j'aimerais juste dire 2 mots là-dessus. Il y a un truc qui me dérange beaucoup en France, c'est que c'est le marché immobilier le plus cher d'Europe, Mmh, alors que, les salaires moyens en France ne sont pas les plus hauts d'Europe. Donc on exactement. voit qu'il y a 2 marchés. Il y a Paris et le super luxe destiné très clairement à une clientèle étrangère. Le Mmh, reste du pays est surgonflé par et l'État et parfois des poches qui sont aussi, attractives pour des étrangers. Mais, aujourd'hui, il y a quelques, comme on dit, trophy assets, on dit ça en américain, donc des zones oui, où tu peux t'acheter
quelque chose de très sympathique, il y a du ça peut être un investissement plaisir et à terme qui peut générer une belle plus-value. Attention à la fiscalité quand même, Mmh. mais autrement c'est pas bon. C'est pas bon, c'est Juste pas un pour pays compléter de propriétaires. ouais, juste pour compléter ce que je disais, parce que c'est vrai que j'ai parlé uniquement de grandes villes, hein, comme exemple. Donc forcément, heu, certains te diront: «Bah oui, mais il faut sortir des grandes villes, il faut aller chercher, bah, en périphérie ou en zone rurale». C'est vrai, les opérations sont plus intéressantes en zone rurale ou en périphérie. Donc ça, voilà, je tenais à le préciser. C'est vrai que peut-être monter, et espérer faire Ouais. un petit, 5. Ça, c'est un 5% Heu, brut, hein, dont on parle, ouais, 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 brut, ouais, si ouais, ouais. je dois comparer ça, Mmh. oui, à des marchés qu'on connaît, Ouais. Sud-Ouest Floride ou Nord-Est Mississippi, bah, on arrive Et à puis avoir avec aujourd'hui des rendements, et plus de 8% net. oui, et avec toutes les contraintes qu'on connaît ici, c'est-à-dire, la protection, bah, du locataire. On le sait, en France, c'est comme ça. Je sais pas si c'est comme ça chez vous aussi au Canada, Et mais c'est chez nous, c'est pro locataire. voilà, si tu ne payes pas de loyer, bah, tu es parti Pas pour grave. une ga ça c'est pas si tu ne payes pas, pardon, si ton locataire ne te paye pas le loyer, tu es parti pour, des procédures Ah ouais. interminables, Ouais, et ouais, ouais, ouais. c'est allez, tu es Ouais. parti généralement pour des 18 mois de procédure. Même s'ils ont essayé d'arranger ça, avec les saisies sur salaire qu'ils ont mis en place en début d'année, mais dans les faits, ça se traduit pas par une amélioration parce qu'il faut de toute façon qu'un juge, autorise la saisie, donc c'est C'est pas ouais, évident, on va dire. bullshit. Alors Ouais. Kevin, est-ce que tu te retrouves dans ce petit, topo Oui, de Mathieu? Des choses qui oui, te parlent? vraiment. Comment se passe le marché là actuellement au Canada, à Montréal, au Québec? Quelles sont les nouvelles? Comment tu sens les choses? Ben, le marché immobilier, présentement au Québec, ce qui arrive, il faut être extrêmement créatif, justement pour essayer d'avoir un petit peu de rendement. Parce qu'au Québec, malheureusement, un petit peu comme en France, tu n'as plus de cash flow positif sur un immeuble à revenu. Tu vas faire ton argent sur la plus-value, sur le refinancement sur le long terme. Donc, quand tu achètes un immeuble, ben, plus que le trois quarts du temps, tu es en négatif. Donc, c'est vraiment plus intéressant. On a encore aussi, nous, des régulations, excuse-moi, pour les loyers. On ne peut pas les augmenter comme on peut. C'est des restrictions vraiment encadrées. Et puis, le même problème qu'en France, le locataire qui ne veut pas payer, qui saccage ton bien, il va rester là. Tu peux pas le mettre dehors comme ça. Ça, c'est Il terrible y a ça. Ouais. il y a beaucoup plus de pouvoir que nous, propriétaires. Donc, c'est très dur. Même si tu passes sous une gestion locative, tu sais, qui sont habitués à ce genre de cas, les démarches sont longues et tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Déjà que Bah, oui. Ouais. t'achètes un bien, t'achètes un plex, que déjà que peut-être que tu arrives kiff-kiff, que les charges sont payées, peut-être que tu n'as pas à débourser de ta poche. Fait que tu peux pas te permettre un locataire qui paye pas. Ouais. Qui ne payent pas. Là, c'est directement de ta poche. Puis le système fait en sorte que malheureusement, c'est dur de la mettre dehors. Il faut que tu ailles. Encore une fois, on est pro-procédure au Québec. Procédure sur procédure. Il faut que tu aies des arguments solides. Écoute, tu ne peux pas mettre n'importe qui dehors. Puis je trouve ça vraiment dommage euh, que ça soit. Ben, on Ça joue respecte pas directement sur le le cash flow. ouais, ça respecte pas la propriété, quoi, Non, pas du clairement. tout. Pas du tout. Donc là, après, ben, le propriétaire, il réussit à prendre l'acquisition de son bien à lui. Il faut qu'il remette des milliers de dollars dedans parce qu'il est saccagé. Ouais. Ça n'a pas de sens. Puis l'autre, le locataire, ben, il est parti faire ça à une autre place. Et C'est malheureusement, compliqué. ah, C'est hyper compliqué, ouais. ouais. Donc, c'est pour ça que le marché, oui, tu peux aller un petit peu plus en région parce ce qui arrive, c'est que nous, il y a Montréal, il y a Québec, tu sais, des grosses Deux villes. villes. L'immobilier tourne autour de ça pour les plex et tout ça. Et puis, ces derniers temps, ces dernières années, il y a beaucoup d'entreprises qui font du mentorat et puis des cours sur l'immobilier, comment investir sur l'immobilier au Québec, des stratégies, puis tout ça. Donc, il y a un énorme engouement. Les investisseurs veulent investir. Et toutes ces entreprises-là qui font ça, je leur lève mon chapeau parce qu'il faut être créatif tout le temps. Parce que tout le monde se centralise aux mêmes places.
Puis là, en plus, tu vends des cours, des séminaires, puis tout ça pour investir. Tu dois pas avoir la même stratégie que ton concurrent. Donc, ils sont très, très, très créatifs. Ils arrivent toujours à trouver des bons deals et des bonnes solutions, mais n'empêche que tout le monde se centralise aux mêmes places. Je connais Ouais, ça, un pardon. investisseur qui voulait pas, qui voulait juste rester Laval, Montréal, dans ces alentours-là, sans regarder un petit peu plus loin des zones rurales, qui a une meilleure rentabilité, c'est sûr. Euh, tu sais, donc, c'est encore le marché canadien, principalement québécois. Il faut que tu sois vraiment, vraiment, vraiment créatif. Tu peux plus trouver ça sur les sites, là, des deals. Il y en a plus sur les sites. Nous, ici, c'est centriste qu'on appelle. Les deals sont plus là. Faut que tu connaisses quelqu'un. Il faut que tu fasses de la prospection. Il faut que tu sois entouré et encadré. Tu n'as pas le choix d'être encadré. Tu dois être chevronné. Parce que si tu te lances et tu n'as pas les connaissances, ben, premièrement, tout le monde a déjà passé sur le bien que tu recherches. Donc, ça veut dire que la rentabilité n'est plus là ou il y a quelque chose. Le Québec, c'est très petit, puis il y a beaucoup de monde qui se battent sur le marché présentement, là. Ouais. Mmh. Donc, trop d'investisseurs et puis pas assez d'offres, quoi. Ben, Ouais. exactement. Ben, s'il y a de l'offre, elle vaut pas la peine. Ouais. Euh, c'est ça, parce que les coûts d'acquisition, plus que je parle à d'investisseurs québécois, ils me le disent, il n'y a pas de cash flow, là. C'est la plus-value, c'est le refinancement, tu sais, des effets de levier pour partir d'autre chose, mais le cash flow month to month, il n'y a pas beaucoup, Ouais, le là. problème, c'est a priori, c'est un peu comme nous, c'est-à-dire pour aller chercher le cash flow aujourd'hui, beh, il faut plutôt aller faire ce que vous appelez au Canada du flip, quoi, vraiment acheter des choses qui sont à rénover pour ensuite revendre et faire Attention de aux grands l'argent capitaux. sur la plus-value, quoi. Ouais. Et Oui, Attention aux après, surtout, grands. voilà, gain en capital, quoi. ouais. C'est ça, c'est ça. Parce que ce qui arrive, je ne sais pas si c'est comme ça en France, nous au Québec, si on veut faire ça, justement, on achète un bien, on flippe, on le revend. Si on le fait dans l'année, ben, on va avoir une surimposition parce Ouais. qu'on a fait de l'argent dans l'année. Ça, Euh, c'est ils nous mettent des ouais, bâtons dans les roues, justement, parce que c'était trop payant, tout le monde faisait ça. Puis je parce Bah, que comprends nous pas le ici, concept, moi. Je il faut le comprends faire pas ça. ouais, il faut le faire en société, nous ici, parce que sinon, c'est vrai que si tu le fais à titre individuel, tu te fais manger tout cru, quoi. Ouais, mais après la société, c'est pareil, Mathieu. Si tu ressors les Ah calculs de ben la on est d'accord, société, hein. tu te Ah fais bah, tu te aussi fais manger. En imposer, hein, fait, tu arrives jamais à avoir ton cash dans les 2 pays. Nous, c'est évidemment. beaucoup plus simple aux États-Unis, c'est l'impôt, opérationnel, en fait. Ça change Mmh. rien. Que tu Ouais, aies gagné de l'argent avec un flip ou que tu aies gagné de l'argent, grâce à ton salaire, c'est c'est imposé ça. de la même manière. Ouais, Donc ça c'est redescend, tu simple. es imposé sur le revenu. Bah, ouais, c'est plus le gain est gros, plus c'est Mmh. progressif, donc plus tu paieras. Mais ouais, tu fais 1 million de dollars de gains, ouais, tu vas être la tranche la plus haute, mais tu auras gagné beaucoup d'argent quand même, hein. Mmh. Hem, Puis c'est pas la même chose parce que bon, là, je faisais le clin enfin je faisais le un peu la petite parenthèse sur les opérations d'achat-revente, les flips comme vous dites aux US ou au Canada. Hem, c'est 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 plus un investissement passif, quoi. Tu Quand tu fais ça, c'est actif, hein, ça nécessite d'être derrière, donc c'est ah, pour c'est ça que très actif. nous, Ouais, 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 on ouais, on ouais. nous, on parle vraiment ici passif, d'investissement passif. locatif passif, hein, où il y a rien à faire. On parle pas d'autre chose, on va pas comparer les torchons et les serviettes. Mais Ouais, voilà, non, c'est 2 choses c'est différentes. pour Après, si recadrer, vous voulez quoi, que hein. je vous redonne un petit peu, du sourire aux lèvres et aussi, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, parce que là, on a dressé des portraits quand même, mais qui sont réels, je pense, des 2 Ah marchés. oui, On a 2 experts avec nous, c'est comme qui ça. connaissent bien les marchés, qui connaissent, tout le cadre légal et fiscal. Bah, nous, aux États-Unis, je vais pas vous survendre les choses, mais c'est vrai que c'est quand même assez différent toujours aujourd'hui. Je vais pas dire qu'on ramasse, on se lève le matin, on ramasse des deals tous les jours qui font 10 net. Non, c'est faux. Tout va dépendre de la zone où on investit. C'est toujours la même logique. Si on sort un peu des zones, très développées et qu'on va dans des zones en devenir ou en développement ou qu'on considère de ce point de vue-là, un peu plus rural, bah, on va trouver des deals plus juteux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le deal mo quelqu'un qui peut pas va pas prendre beaucoup de risques et qui va vouloir, faire un investissement, long terme, locataire, long terme, il peut aller chercher un 10 brut et tout dépend de derrière ce qu'il aura en taxe foncière, en assurance, où il investit. Mmh. Mais on parle plutôt des États quand même plutôt pro-républicains où il y a moins de fiscalité aussi, hein. Je parle pas de New York, Chicago ou des États plus démocrates où il y a un impôt d'État. Mais si je parle de ce que je connais, la Floride ou le Mississippi, pas besoin d'être un génie aujourd'hui pour sortir 6 7 net, quoi, hein. Ça se Ouais. trouve, quoi, hein. Et après, bah, évidemment, si on va chercher un peu plus loin,
qu'on voit dans des Plex, qu'on voit dans des produits, plus tournés investisseurs, bah, on peut très vite aller chercher enfin très vite, on peut aller chercher, Ouais, 8, 8, 9, 10, 10 ouais. net, hein, ça se trouve, hein. On a même une propriété ensemble avec Mathieu, sur du commercial, c'est du 10 net, hein, qu'on a, sur Ouais. la Floride. Net, Heu net, net, quoi. Triple net, Après, il y ouais. a des barrières à l'entrée, c'est que c'est des tickets un peu plus hauts, c'est du commercial, faut y aller. Mais si les gens aussi ont la capacité de comprendre ça et d'y aller, c'est toujours pareil, hein, au risque, au rendement, comme on dit, bah, on Mmh. peut aller chercher des rendements, qui sont plus juteux. Mais ça existe Oui, aussi aux États-Unis. Et derrière, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est du net avant impôt, mais l'imposition derrière qui est, heu, ouais, taxée plus à light. l'investisseur, elle est quand même beaucoup plus légère parce qu'il y a une Ouais. grosse différence aux États-Unis entre le net imposable, on va dire, le vrai net que vous avez dans votre poche et Ah le oui, net, imposable. Il y a des dépréciations qui rentrent en compte, il y a beaucoup de choses qu'on peut passer, ouais. qui permettent de diminuer beaucoup la facture. Donc en fait, sur le papier, on se dit: «Ah bah, je vais être imposé à 15 quand je calcule mon taux marginal d'imposition». Mais Mmh. en fait, dans les faits, avec les dépréciations et compagnie, bah, on divise ce taux par 2, donc on arrive avec des impositions réelles qui sont, Plus basse, ouais. beaucoup moins importantes. Donc le Oui, parce qu'on pays peut passer beaucoup de choses en charge, contrairement à la France. ouais, il y a Et beaucoup le de choses qui Canada peuvent aussi. Ouais. Ouais, ouais, il y a pas d'abus la fameuse notion d'abus de biens social elle existe pas aux ouais. États-Unis, notamment dans le cas d'une LLC. Enfin, il y a des notions qui sont, ça ne c'est voilà, qui sont Et beaucoup et plus et et pro-business. même sur le bracket enfin sur le barème d'imposition, le barème progressif aux US, ça a rien à voir avec la France, quoi. On se fait manger, progressivement. C'est pas voilà, il y a pas de c'est beaucoup moins agressif. Et Oui, petite parenthèse, pour les investisseurs, je sais pas comment ça marche au Canada, mais en tout cas pour les investisseurs français, si vous faites de l'investissement, pour du locatif, aux US, les revenus, locatifs que vous redescendrez, sur votre fiche d'imposition en France, ne seront pas soumis à la CSG. et donc ça veut dire, pour expliquer dans les faits, c'est que il vaut mieux fiscalement investir en tant que Français, résident, citoyen C'est français, ça, dans l'immobilier américain que dans l'immobilier français. Fiscalement, c'est plus intéressant dans tous les cas. ouais, Les imagine, enfin, politiques soutiennent le marché immobilier américain plutôt que le marché immobilier français. C'est quand tu même viens mécaniquement booster boosté. ton rendement, brut ou Ouais. net comme tu veux, mais Alors on donc va tant dire que tant que ça tient, j'ai envie de dire, profitez-en. bah, ouais, j'en sais rien, hein, ce qui se passera demain, mais ça fait quand même quelque temps qu'il est en Ah, on sait place. pas, Macron a dit qu'il allait, faire de la résistance. Ouais, Il j'ai va hâte de peut-être voir. tout renégocier. J'ai hâte. Courageux lui. Ouais, j'ai hâte. Est-ce qu'il y a des dispositifs fiscaux particuliers, au Canada, par exemple, Kevin, qui permettent je sais pas, qui sont quand même positifs malgré tout? Ou vraiment aujourd'hui, tout a été, il y a eu beaucoup de lois qui ont été créées, beaucoup de règles, vraiment pour, maquiller un maximum, le peu de profit que peuvent faire les investisseurs? Ben, en fait, c'est exactement ça. Tu dois absolument te créer une structure juridique, une stratégie fiscale pour essayer de te sauver le plus possible de l'impôt. Bon, il va avec des REER, des placements, puis tout ça, pour vraiment venir diminuer ton taux d'imposition. Mais il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Même si en société ou au personnel, il n'y a pas de recette miracle. Puis, si un Québécois vient investir aux États-Unis, vu qu'il est résident fiscal canadien québécois, ben, le Québec veut imposer pareil, veut sa part de marché. Il y a des accords qui sont là. Si toi, tu restes aux États-Unis, tu fais tes taxes américaines puis tout ça, tu es théoriquement obligé de déclarer aussi tes revenus mondiaux au Québec, les payer et par la suite, ils peuvent te faire un crédit vu que tu les as payés aux États-Unis. Mais tu dois payer pareil. Donc, il y a pas OK. vraiment Il y a pas d'échappatoire. non, 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 non. Puis comme que je disais plus tôt, même si tu es entrepreneur, même si tu as une société puis tout ça, pour essayer d'avoir des faveurs, si on veut, tu t'en auras pas. T'en auras clairement pas. Tu vas, au contraire, payer pour les autres qui osent pas faire le pas, franchir le pas dans l'entrepreneuriat, puis l'immobilier, puis tout ça. Donc, c'est ça qui est extrêmement difficile. Parce qu'en Ouais. partant, si je me pars une société individuelle, une corporation individuelle, si je suis toute seule et j'ai pas 3 employés et plus, je suis surimposé de 8 juste parce que j'ai pas 3 employés ou plus. Donc, c'est difficile, c'est difficile. Je te dirais au Québec, c'est pour ça que c'est vraiment plus attrayant
l'aspect LLC fiscalité, particulièrement de la Floride, c'est hallucinant la différence, là. Le gain qui te reste dans les poches, la facilité à avoir accès à des crédits, puis un marché qui est vraiment plus dynamique, c'est vraiment pas la même chose. Puis c'est pour ça que je pense qu'en France, c'est un petit peu le même phénomène. Ça vient donner une pression, un stress beaucoup à l'investisseur inutile. On irait beaucoup plus loin, beaucoup plus vite si on n'aurait pas toutes ces restrictions-là, ces peurs-là d'imposition. Personnellement, je trouve que ça irait mieux, un petit peu comme les États-Unis. Écoute, c'est hallucinant, là, le gap entre les deux. À chaque fois que je vais aux États-Unis pour affaires, tout ça, je reviens ici. C'est c'est pas la même mentalité du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, là. C'est hallucinant, là. Puis ça, C'est ça clair, vient, c'est clair. ça vient avec le fait que c'est difficile. C'est difficile de s'en sortir au Québec. Tu sais, comme que je disais plus tôt, le rêve québécois, c'est pas comme le rêve américain, là. C'est Mais pas ce qui est ma pareil, ouais. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que, en fait, on découvre qu'au Canada, bon, peut-être que les Français se sentiront moins seuls, finalement, à l'écoute de ce podcast. Ils découvriront que Probablement, oui. niveau Ouais. pression fiscale On aura peut-être pu aider quelques personnes à se soigner heu la tête. Vous êtes ouais, pas voilà, c'est niveau pression fiscale, le Canada, c'est ouais, en tout cas Québec et encore plus Québec, c'est c'est pas tout rose, hein, Ah non, c'est mais pas tout rose. La seule différence et qu'on a, c'est l'accent, je pense, parce que mais Et qui a bizarrement, vous l'accent? avez Nous pas nous ou vous? On sait plus, ah, hein? oui, on c'est sait ça. plus. Selon du côté où tu te places, c'est nous qui avons l'accent. Ouais. Non, mais ce Mais qui est bizarre, c'est qu'ils ont cette pression fiscale, hem, alors que vous avez pas le taux d'endettement que l'on a nous en France et ça, on se dit: «Pourquoi? Pourquoi il y a cette pression fiscale là-bas, alors que vous êtes pas aussi endettés que nous, quoi? Où va Mais il y l'argent?» a quand même les mêmes enjeux, hein. Il y a des enjeux de retraite, il y a des enjeux de caisse de sécurité sociale, il est le Canada met la main à la poche, ils ont fait un choix qui est un choix aujourd'hui, c'est une social-démocratie, hein, Ouais, comme les oui, socialisme, hein. c'est pas libéral, purement libéral comme les Ouais. États-Unis. J'aimerais me revenir sur une autre chose, un peu différente pour qu'on change un peu de sujet. En fait, heu, on a fait un peu l'état des lieux, immobilier, fiscalité, voilà l'économie. J'aimerais bien qu'on si vous avez des cas concrets de gens dernièrement avec qui vous avez parlé dans vos pays respectifs ou des contacts que vous avez eu via le business, de gens qui voudraient s'installer aux États-Unis, qui voilà, voir un peu les derniers topos. Moi, je vais vous donner un cas que j'ai eu hier. J'ai pas eu le temps de parler avec toi Mathieu, mais j'ai eu des gens hier en Zoom pendant 1 heure qui, sont, tiens, qui viennent de vers chez toi, du sud-ouest de la France et hem, qui ont chacun une activité indépendante. Monsieur est dans la photographie professionnelle, Mmh. elle est dans le domaine de l'agence, digitale, heu et heu et du coup c'est des gens que tu as eu Mathieu au téléphone? Non, non, mais ça me parle, c'est photographie scolaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tu as vu passer ça? Oui, oui. OK. Je les ai eus hier, en ligne et du coup, bon, projet de visa E2 quoi, implantation aux États-Unis, c'est le rêve. Mmh. Là, ils sont, enfin le rêve, c'est leur objectif, un rêve Ouais. aussi en même temps américain À et Austin, Texas, ils veulent s'installer. voilà, c'est ça. Donc ils sont à Austin, Texas actuellement, donc on a fait un Zoom hier, où j'ai représenté un peu comment est-ce qu'on pouvait les accompagner et également, effectivement, essayer de pas faire l'avocat du diable, mais les faire réfléchir sur pas mal de choses. En tout cas, voilà, une forme de lassitude, voilà, tout ce qu'on s'est dit là ressort et bon, c'est un exemple parmi, tant d'autres, mais des gens qui ont un peu d'argent, voilà, donc plein de gens comme ça là qui Mmh. sont vraiment, sur le départ. Il y avait cette question qui revenait par rapport à Trump, parce qu'ils écou voilà, on leur disait tous les sons cloches: «C'est pas le bon moment d'aller aux États-Unis, il y a Trump, c'est le bon moment, c'est en train de tout booster», donc elle me demandait aussi mon avis. Moi, j'ai expliqué que depuis que je vis aux États-Unis, j'ai eu Obama, Trump de nouveau, pardon. Ah Pas eu oui, beaucoup de changements dans ma vie, de tous les jours. On a vu quand même quelques changements business plus ou moins importants, mais que de mon point de vue, je voyais pas un cataclysme arriver, puisqu'on est une confédération d'États. Donc après, ce qui va compter, c'est aussi quel État on choisit pour, c'est ça. s'implanter et venir vivre. Est-ce que vous avez des expériences, vous, là, dernièrement, des gens qui vous ont parlé? Kevin, tu as quelqu'un, auquel tu penses, toi? Ou tu as euh, une expérience à donner, je sais pas, des gens qui t'a ouais, parlé, en fait, beaucoup. Comme que je disais plus tôt, les gens, à cause de cette pression de l'imposition et tout ça, un cas qui m'a un petit peu, j'ai compris son move de vouloir venir aux États-Unis puis de vouloir investir sur le marché
américain, justement à cause de pression imposable, tout ça. Il a dû payer pas loin de 1 million de dollars en impôts, en taxes, en amende de conformité, parce qu'il n'y avait pas ses Donc dollars papiers de canadiens, hein. conformité. Un Un Canadien, oui. million de dollars. Ouais, canadien, ouais. Canadien. Fait que pour vous, c'est comme 100 000. Non, Non, 800, ouais, 800 000, 800 000. Non, non, mais c'était ouais. juste pour remettre le contexte. Ouais, pas dollars US, quoi. Ouais. C'est bien un Canadien qui était en train, un citoyen canadien, 1 million de dollars canadiens. Pardon, je t'ai interrompu, vas-y. Exactement. Lui, c'est un entrepreneur. Lui, il fait des tours à condo puis tout ça. Puis, tu sais, dans le coin de Montréal. Et puis, il me dit, ça lui a scié les jambes. Et c'est hallucinant. Je peux pas croire que je crée de l'emploi comme ça. Tu sais, je pense qu'il y avait 30 à 50 employés. Et puis, excuse-moi, ici, 30 à 50 employés. Puis, il me dit, c'est hallucinant, là, on peut pas continuer comme ça. Fait qu'il est venu me voir, il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Ça n'a pas de sens. J'ai payé, il s'est fait tout voler les gains qu'il a fait. Autrement dit, il a perdu de l'argent en essayant de faire de l'argent. C'est hallucinant. Donc, c'est pour ça qu'il a voulu franchir le pas, là. On l'aide d'ailleurs avec tout ça. Puis, non, il veut profiter d'une fiscalité vraiment plus favorable que ce qu'on a au Québec, là. Donc, c'est pour ça que je suis en train de l'aider présentement à franchir le pas. Il dit, il veut plus mettre une scène d'investissement au Québec. Plus une scène, il veut rien savoir. Il veut complètement Ouais, plus rien savoir. je pense que quand on t'a tapé sur la tête comme ça, là, tu te dis, c'est peut-être le déclic, voilà, pour lui, ça a été ça. Il y a toujours la question, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous quand vous êtes dit, bah, je vais partir aux US ou je vais investir aux US. Il y a toujours un déclic. Bon, bah là, c'est pour lui, clairement. Clairement, mais c'est hallucinant, là. C'est plus que la main dans la poche, là. C'est la main dans le sac. On lui a tapé le portefeuille, là, il n'y a plus rien. C'est hallucinant, là. Puis, Mathieu, t'as un exemple? Ah, pardon, excuse-moi, Non, ben c'est ça. Oui, dire que c'est pour ça que quand j'y ai parlé du marché immobilier américain, plus la Floride et tout ça, les rendements, la facilité d'avoir accès à un crédit sans être résident, sans avoir de green card, sans avoir tout ça, c'est possible, mais les gens ne le savent pas, ça. Si on met en place une structure fiscale, puis que le bien est rentable, ben les prêteurs sont prêts à prêter, mais c'est un étranger. C'est une question de formalité. C'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Mais si dans l'immobilier, même avec un visa, même avec un investissement immobilier assez massif, hein, quand même, apartment building, des choses assez qui nécessiteront un management on-site, une gestion directement, enfin créer une vraie structure autour de l'immobilier, c'est possible d'obtenir ces papiers avec ça sans visa E2. Hein. Oui, absolument. Absolument. Puis c'est là-dessus qu'il veut s'aligner. Mais il veut un petit peu se sauver. C'est clairement le mot. Là. Il veut se sauver clairement de cette fiscalité-là du Québec. Puis il veut amener sa famille et venir vivre aux États-Unis. Parce que ça l'a vraiment. C'est le gros mot, là. Turn off. Il ne veut plus rien investir, il ne veut plus rien savoir. Ouais. Non, mais c'est vrai que nous, même de notre côté, avec Julien, par rapport à l'activité d'accompagnement sur Visa E2 qu'on a créé là avec French Associate, on a de plus en plus d'appels dans ce sens. Tu parlais, Julien, tout à l'heure de ce couple-là qui était dans la photo scolaire plus particulièrement. Des appels de personnes qui veulent quitter la France, s'expatrier, il y en a de plus en plus. Certains veulent partir en Visa E2 aux US, comme ces gens-là. D'autres veulent partir dans d'autres pays, mais veulent bénéficier de l'attraction fiscale des États-Unis, la facilité de faire du business, et donc veulent créer des LLC aux US tout en vivant dans un autre pays, ce qui est tout à fait possible. Et c'est vrai que récemment, moi j'en ai eu un, mais je pense à peu près en même temps. Là, c'est cette semaine que tu as eu ces gens-là. Moi, je l'ai eu en début de semaine. Quelqu'un qui était sur une application, on va dire, digitale, sur une app. Ils vendent des services via une app autour dans le secteur de l'immobilier. Et même topo. Il constate de manière impuissante que la pression fiscale est telle que
il voit mal l'évolution de sa société. Il a l'impression qu'on lui met plus de bâtons dans les roues, que l'on ne lui facilite finalement l'entrepreneuriat. Donc c'est un exemple de plus où cette personne, souhaiterait créer ça. Alors lui, il envisage de partir dans un pays plutôt vers l'Asie, et de créer ensuite sa société, sa LLC aux US pour pouvoir, continuer de vendre son service web, enfin son service digital pardon. Hem, enfin c'est tous les jours ça. Ça c'est peut-être une activité un peu plus particulière. On a des fois des clients un peu plus, avec des activités plus terre à terre, hein, des gens qui veulent se lancer dans la restauration, on voit de tout, mais on en voit de plus en plus, oui. On voit de plus en plus. Bah oui, je pense que on a résumé la situation en début de podcast. Voilà, les conséquences après, c'est que les gens ont des envies d'ailleurs et puis veulent retrouver une forme de liberté, Ouais, gagner, voilà. Payer de l'impôt, oui, mais il faut que ça reste raisonnable, parce qu'il faut quand même que le fruit du travail, l'effort qui est fait pour gagner cet argent, bah, il y a une récompense, voilà. c'est ça, Ouais, Et c'est vrai c'est que ça. dans la vie de tous les jours, moi je vois des gens ici quand même aux États-Unis, heu, qui gagnent bien leur vie quand même. Les salaires ont beaucoup monté là en 3 4 ans et le fait que la fiscalité soit pas trop confiscatoire, bah, les gens continuent à se faire plaisir, voilà. Mmh. Les restaurants sont pleins, heu, les, heu, les gens changent de voiture, alors parfois, attention, il y a des gens qui vivent un peu à crédit, qui sont comme on dit paycheck to paycheck et qui sont un peu au-dessus de Ouais, leurs moyens, mais globalement quand même, cet aspect-là, il est beaucoup moins présent maintenant que probablement il y a quelques années. Je viens de lire un article là ce matin, c'est marrant cet article, je l'ai lu ce matin, on vient de me le renvoyer à l'instant, on m'a renvoyé cet article pour me montrer. Il y a aujourd'hui, on considère que enfin, il y a une étude qui a été faite, un Américain sur 15 est millionnaire. Il y a 22 et millions de millionnaires aux États-Unis aujourd'hui. Donc, hallucinant. bon évidemment, la valorisation des biens aussi et de l'immobilier a crû, donc ça ne fait qu'augmenter, mais on voit que le PIB par habitant, tout un tas de baromètres économiques, ont beaucoup monté dernièrement aux États-Unis, hein. Entre le moment où moi je suis venu m'installer aux États-Unis et où j'ai quitté la France maintenant il y a presque 10 ans, honnêtement, on a vu que cet écart, se grandir, oser, ouais. ouais, se creuser. À l'époque, il y avait pas un écart qui était si important en fait, hein, et le coût de la vie aussi n'était pas aussi différent. Ouais. C'est vrai. Mais malgré tout, oui, le coût de la vie a plus monté aux États-Unis qu'en Europe, qu'en France, mais les revenus aussi sont beaucoup plus soutenus, quoi. Ah, c'est Il y ça a suit, ça suit l'évolution. Ça suit l'évolution et ça a même, parce qu'en fait, en Europe, par exemple, les salaires ont pas beaucoup bougé, hein, en 10 Non. ans. Ça a pas Non, beaucoup bougé, hein. comme au Québec non plus, Bah ça reste là, mais tout augmente. Les bah taux oui. d'intérêt augmentent, les Ah, loyers augmentent, le prix des maisons augmente, mais le l'inflation, salaire, il Oui, reste là. parce que tu le marché est international, donc il y a besoin d'importer des choses. Il y a une concurrence internationale. Les Chinois grandissent, gagnent plus d'argent, les Indiens aussi, les Américains aussi, et à côté de mmh, ça, tu as une Europe, qui bouge beaucoup moins, Canada aussi, qui est plus lent et du une coup, bah, Europe qui veut encadrer et réguler, quoi. Toujours ouais, pareil, on en revient toujours au même. ouais, mais sauf que, bah, ça pèse après sur la vie quotidienne de C'est beaucoup de ça. gens, en fait, hein. Ça a créé aussi des fossés parce qu'à côté de ça, tu vois quand même beaucoup de milliardaires en Europe, même il y a des grosses fortunes au Canada aussi Ah, qui ça augmente beaucoup parce que ces gens-là sont très exposés à l'international, donc eux, ils gagnent à tous les coups. Quand tu es exact. présent dans 150 pays, que tu vends des sacs Louis Vuitton, tu es obligé de gagner à un moment donné, pour prendre cet exemple-là, puisqu'il est connu. Mais effectivement, si tu as une petite moyenne entreprise de construction dans ton pays et tu es uniquement dans ton pays d'origine et que le pays d'origine, c'est pas bon, bah, là, ça va beaucoup plus peser. Voilà. C'est assez marrant l'exemple que tu donnes sur Vuitton. Chacun pourra essayer de regarder chez lui. Regarder sur le site de Louis Vuitton on va dire des pièces de maroquinerie qui sont assez demandées, même des petites pièces, hein, sur des portefeuilles ou autres. Et amusez-vous à regarder où est-ce qu'il est dispo. Sur chaque article, on peut regarder où le produit est dispo. Tu peux choisir la carte et cocher uniquement les magasins ayant le produit en stock. OK. Et là, c'est assez parlant parce que tu vois que, en Europe, il y a très peu de petits points verts qui apparaissent, et OK. en Asie, en Chine, c'est rempli. C'est les articles sont dispo partout en Chine, tu vas avoir peut-être une cinquantaine de points en Chine, et en Europe, tu vas en avoir 5, 6, 7, s'il y Bah, en tu a. vois, tu Et viens s'il y en a. d'inventer le Et c'est ça l'objectif aujourd'hui de Vuitton, c'est l'Asie, c'est le marché chinois.
tous les stocks partent là-bas. On voit qu'il y a une réallocation, il y a une réorientation. Il privilégie moins le marché européen aujourd'hui que le. T'as inventé le baromètre Louis Vuitton. Donc, pour savoir où vous implantez à travers le monde, ou voilà, si vous avez été vu pour vous expatrier. Mais oui, mais parce que. Non, mais blague à part. Mais si tu leur poses la question, ils te diront, oh non, pas du tout. Mais le site est là pour que tu puisses voir où sont les stocks disponibles. Et tout le temps, en Asie, c'est plein. L'Europe, beaucoup moins. Non, mais blague à part, le luxe, en tout cas, la maroquinerie comme ça, c'est clairement la dernière chose que tu t'achètes, quoi. La première chose, c'est tu manges, tu te mets un toit sur la tête, tu t'achètes une voiture. Donc, clairement, c'est un bon baromètre. Parce que c'est là où les gens continuent à avoir de la marge, quoi. Ils continuent à la fin du mois, il y a de la place encore pour s'acheter un produit de maroquinerie de luxe. Exactement. C'est un bon baromètre, hein. Allez voir, tiens, je savais pas qu'il y avait ça. Mathieu, il fait plein de bonnes astuces. Je sais pas si c'est un bon baromètre, mais ça dit quelque chose. Tu vois. Tu peux voir où ils sont stockés et tu vois les marchés qui sont grandissants. Et je suis sûr que dans le sud, il y a des marchés grandissants. Bon, il y a toujours des marchés très gros, Californie et New York, j'imagine bien, sur le Oui. Mais non, ça dit quelque chose. C'est quand même une entreprise européenne, française. Mince. Et tu vois avec ça, quels sont les marchés visés. C'est quand même assez. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école pour pouvoir analyser ça, quoi. Ouais, l'origine et l'histoire est française. Aujourd'hui, l'argent, évidemment. C'est le yuan, c'est le dollar, c'est autre chose. C'est ça. Donc ça m'a fait assez sourire quand j'ai vu ça. Est-ce que tu as un baromètre, Kevin, toi, de ton côté, je sais pas, le baromètre sirop d'érable, Poutine? J'essayais de réfléchir si j'en ai un, mais non, non, je n'ai pas une aussi bonne que ça, non. Non, c'était une petite parenthèse. Vous avez des grandes fortunes au Canada aussi, non? C'est ça? Oui, il y a des grandes fortunes. C'est un petit peu comme on disait un petit peu plus tôt avec l'entrepreneuriat, soit que t'es petit, classe moyenne, soit que t'es très, très riche. Comme il n'y a pas vraiment de gap entre les deux à cause du taux d'imposition. Donc oui, il y a des grandes richesses. Il y a des gens très, très riches au Canada et au Québec aussi, là. Je ne dis pas que c'est tellement difficile que personne réussit, tout ça. Non. Il y a des gens qui réussissent, mais il y en a beaucoup moins qu'aux États-Unis. Parce que comme tu as dit tantôt, la statistique des millionnaires aux États-Unis, au Québec, c'est pas ça du tout. Là, on n'a pas c'est vraiment pas du tout la même chose. Mais oui, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens fortunés, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis parce que c'est pas trop entrepreneuriat, c'est pas pro-investisseur, c'est pas. Le Québec est plus sur la diversification de la richesse, la distribuer à tout le monde dans le ruissellement, le ruissellement, dans des systèmes gratuits publics, puis tout ça. Donc, celui qui fait plus d'argent va plus payer d'impôts. Donc, pour un investisseur qui dit je vais investir au Canada, malheureusement, il va peut-être tellement être imposé sur son gain en capitaux que ça va moins l'intéresser d'injecter son argent au Québec. Il va plus regarder à l'international, aux États-Unis ou quoi que ce soit, parce qu'il y a un retour sur son investissement beaucoup plus réel qu'au Québec. Au Québec, il doit faire vivre le Québec avec son argent. Donc, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est toujours pareil, c'est une question de prisme. On peut appeler ça le ruissellement ou on peut aussi appeler ça j'ai perdu le mot que je voulais dire, bien sûr, avec ma grande phrase intelligente que je voulais sortir. Tout à l'heure, tu l'as sorti, Mathieu, en plus. J'ai sorti ce mot-là. Non, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est toujours pareil. C'est une question de prisme. En fait, soit c'est le ruissellement, soit c'est le nivellement vers le bas. Ça peut être, en fait, ça dépend comment. De quel point de vue tu te places. C'est comme tu construis une phrase en mettant le mot grâce à ou à cause de. Ça dépend de quel côté tu te places. Exactement. Mais il y a une chose importante, c'est que, OK, la richesse, c'est une chose, mais comment cette richesse a été créée? Moi, les personnes très, très riches que je connais en France, dans mon entourage proche, alors pas très, très riches, mais très riches, et les personnes très, très riches qui sont connues médiatiquement, en France, et je pense qu'au Canada, un peu moins le cas, pays plus jeune, mais il y a eu des richesses, mais elles sont quand même, nous en France, c'est de l'héritage. C'est des richesses, la famille Peugeot, c'est 200 ans, hein. Ils ont des voitures, ils ont des vélos de faire des voitures, enfin voilà. Les Michelin, c'est pareil, les Bettencourt, enfin tout ça, c'est des familles qu'on s'entend, c'est des milliardaires. Et ils sont dans tous les classements de Forbes parce qu'eux, ils sont hyper mondialisés, donc ils gagnent à tous les coups.
Vous, au Canada, c'est peut-être un peu plus jeune, mais je pense que c'est pareil. L'argent, vous arrivez à le faire il y a peut-être 50 ans, de manière massive, ou 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Nous, aux États-Unis, tu as des gens qui deviennent très riches maintenant. Ouais. Il y a 5 ans, maintenant, dans 5 ans, ça Ouais, continue ça. voilà. Et Toujours voilà ce que je te possible, À ouais. disais, partir de rien, ils peuvent à créer partir leur de rien. richesse. Il y a pas d'héritage. C'est ça, je Mmh. veux dire, Exact. on n'est pas riche parce on a eu des parents. On est riche parce qu'on a, créé quelque chose qui est incroyable, enfin, en tout cas, quelque chose qui a une valeur Ou quelque et chose qui c'est ce qui a marche. permis de s'enrichir. Voilà. Ouais. Le Et système ça, nous c'est a encore possible. autorisés à y aller. La façon que c'est fait, les États-Unis, ça Encourage. l'autorise justement, comme que je disais tantôt, on peut rêver encore. On peut avoir un rêve. Ah, mon objectif, c'est ça, tu peux y arriver. Le système fait en sorte que tu vas trouver des ressources pour Mmh. l'entrepreneuriat, puis tu vas pouvoir y aller. Tandis que au Québec, c'est beaucoup plus difficile, c'est différent, là. Si tu pars de rien, euh, Ah que ben, c'est difficile, personne ne va t'aider, là. Le système n'est pas fait en sorte pour t'aider, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile versus les États-Unis. Que le rêve américain existe encore. Beh, C'est enfin, large, hein, mais je vais pas faire la personne prétentieuse, mais à mon petit niveau, je serais resté en France ces 10 dernières années. J'avais une carrière qui était toute tracée dans un grand groupe français, voilà, le bon cadre, voilà. Mais j'aurais pas mal vécu probablement. Mais j'aurais probablement pas eu la courbe que j'ai pu avoir aujourd'hui. Ce que les États-Unis m'ont donné, je ouais, suis persuadé que la France n'aurait jamais pu le faire. De manière, dans une période de temps qui est quand même assez rapide. Voilà. tellement courte, ouais. Moi, je suis arrivé ici avec pas tellement d'argent, j'avais pas tellement d'argent de famille et pas du tout même et on est arrivé, voilà, à créer, je pense, quelque chose, en travaillant, et en se creusant un peu les ménages, que d'autres personnes peuvent faire, mais ouais, on c'est impossible en France d'arriver à le faire et Il je y a pense qu'on aussi il y a aussi une chose aux États-Unis qui est un peu peut-être différente de la France. Alors je sais pas au Canada, mais c'est un peu, je vais pas dire la facilité, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas oui, la facilité des rencontres et la manière dont tu peux faire très rapidement du business avec les gens. Où tu vas très vite échanger, t'entendre, heu, tu vois, ça match, ça il y a pas ce il y a pas cette barrière à l'entrée que tu peux trouver en France où tout le monde essaye de garder un peu son tu vois, c'est un très bon son point que tu précaré, as. son business, tu Très veux bon pas point. partager. Aux États-Unis, le partage est plus rapidement, accessible. J'ai l'impression que les gens sont moins fermés. mais tu sais, je vais te dire une chose, le fameux elevator pitch qui est devenu le standard quand tu veux pitcher ta boîte à Mmh, un groupe de business angels ou de venture capitalistes, en fait, c'est pas une caricature. Ici, dans ce pays, tu as cette fameuse discussion qui n'existe pas en Europe, enfin, je la connais pas en France, au Canada, je vais pas me prononcer, je sais pas, mais tu es dans un ascenseur, au centre commercial, tu vas prendre ta bagnole au parking, OK, ouais, tu as cette 1 minute, parce que tu es du ground floor et tu montes au 4e mmh, et bah, tu auras toujours une discussion avec quelqu'un. mmh, Alors moi, j'ai des enfants, ils vont toujours dire à ma petite fille qui a 5 ans: «Ah, j'adore ta robe». Ah, si c'est une dame. Si c'est un monsieur, ça va être, «J'aime bien ta montre». Si c'est ou mmh, il y a toujours une question, ouais, voilà, un truc. Enfin, pas tout le temps, mais généralement. Et c'est une ben, porte qui voilà, ça s'entrouvre. peut amener, on sait pas, en fait, ça peut amener, à certaines choses. Ouais, Je l'ai déjà vu. Alors c'est pas hyper récurrent, mais après oui, quand tu es dans une soirée, tu peux encore plus connecter, plus tu as du temps, mais les mmh, choses se font, les gens sont très naturellement. se mettent très à l'aise, Ouais, il y a beaucoup moins de préjugés, on juge pas les gens sur, ouais, l'apparence, le vêtement, le cadre est pas très important, en ouais. fait. Voilà. Moi, j'ai discuté de deals de plusieurs millions de dollars avec des gens en short et en tongs dans des caves de bâtiments, ça m'est déjà arrivé, hein, Ouais, ouais, ouais. mais pas choquant et aujourd'hui, probablement, je m'américanise aussi, les gens doivent me voir, enfin, personne n'est choqué avec ça, je pense. Ouais, ouais. Je viens pas en pyjama quand même pour signer un loan à la banque, mais je veux dire, c'est presque ça, quoi. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, c'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu es, ce que tu fais. Et en fait, tu as dit le mot juste tout à l'heure, c'est le jugement, quoi. Ouais. Il y a pas de jugement. Il y a pas de jugement, il y a pas de jugement sur, même si tu as eu des échecs dans le passé, il y a pas de jugement là-dessus. Hem, tout est différent. La manière de voir Ouais, les choses est ouais. différente, La l'ouverture d'esprit est mentalité, différente. ouais. La mentalité des gens aux États-Unis versus au Québec, mettons, est vraiment différente. Comme c'est un bon point, à chaque fois que je vais, mettons, en Floride ou quoi que ce soit,
les gens te parlent, te sourient, te disent bonjour, on parle des sujets, de n'importe quoi. Euh, Tandis que ici, au Québec, c'est plus difficile. Le contact humain est plus difficile. Et surtout en affaires, les gens ont tendance à se méfier les uns des autres au Québec. À un certain niveau, tu sais, ils se voient tous un petit peu comment, qu'est-ce qu'il y a à me prendre, lui, tu sais. Tandis que aux États-Unis, ils sont beaucoup plus ouverts. Ah, qu'est-ce qu'il y a à m'apprendre? Qu'est-ce qu'il y a à m'offrir? Je suis intéressé. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse différence que je vois de plus en plus. Bah ouais, encore une fois, je veux pas, faut pas raconter d'histoire, mais c'est quand même ce qu'on dit sur les États-Unis est quand même plutôt vrai, et c'est toujours le cas en fait. Avec ce pays aussi, il y a un côté immuable. Il y a des valeurs quand même, des choses, des coutumes qui ne n'évoluent pas, qui ne changent pas, et donc qui sont toujours un standard, et qui permettent de savoir en fait où on met les pieds aussi quand on vient faire du business aux États-Unis. Ça, c'est toujours la même chose. Voilà. Ce que je propose, Mathieu, je sais pas où t'es parti, si t'es parti aux toilettes. Il s'est sauvé. Il est parti, il a pris peur là. Ça y est, il est en train de faire ses valises, il va venir, ça y est. Il vient aux États-Unis, il fait ses valises. Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on passe à la conclusion. OK? On est déjà sur 1h20, putain. Va falloir qu'il coupe un peu tout ça. Mais dès que Mathieu est de retour, il a dû aux toilettes. Ouais, ce que je propose, c'est qu'on conclue. On a refait un bon petit topo sur pas mal de points là. Ouais. Ouais, je pense que ça a fait un bon tour. Et puis, ouais. Il fait beau là à Montréal? Oui, enfin. Enfin? Mais vous, tout Enfin. l'été, là, vous avez tous les festivals, c'est la grande vie là à Montréal. Oui, ben c'est juste le temps. Le Québec est réveillé quelques mois, puis c'est justement, oui, il y a beaucoup de festivals puis tout ça, le plus possible, là, beaucoup à Montréal, là. Donc, C'est chouette. ouais, ouais, c'est le fun, c'est le fun. C'est de la vie. On vit dans un petit laps de temps. On a le temps d'en profiter, qu'il fait beau, puis c'est présentement. Fait que c'est le fun de Ouais. faire. Vas-y. Merci beaucoup à chacun d'entre vous, Kevin et Mathieu, pour votre temps et pour la présence sur le podcast. Je pense que c'était intéressant et que tout le monde peut s'y retrouver, nos amis canadiens francophones, nos amis français, belges, suisses, luxembourgeois, tous ceux qui parlent le français, quoi. Bien sûr aussi l'Afrique francophone, qui peuvent être intéressés par des sujets d'investissement ou d'implantation aux États-Unis. Est-ce que chacun d'entre vous, Mathieu, et toi, Kevin aussi, vous pouvez, ou vous voulez, nous dire un dernier mot, un dernier conseil, recommandation pour ceux qui voudraient investir ou s'implanter aux États-Unis? Kevin, un petit mot? Oui, en fait, c'est pour dire à tous mes confrères québécois, canadiens, que c'est 100% possible. Il y a une structure à mettre en place. C'est important de s'entourer d'experts pour vous aider dans la transition de ça. On est formé pour ça. On est là, disponible pour vous. Vous avez des questions, quoi que ce soit. On est là pour créer une facilité 100% francophone aussi. Il ne faut pas oublier, Julien, que on offre un service qui est 100% francophone. Il n'y a pas de barrière de langue avec nous. On est des Français, des Québécois qui ont fait de la transition, qu'on connaît le marché, qu'on connaît les formalités. On est là pour simplifier justement cette transaction-là. Donc, à tous les Québécois qui m'écoutent, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, une seule adresse, Cana Investus. On va mettre toutes les coordonnées dans le bas. On est là pour vous. On offre aussi, on travaille sur des cours en ligne présentement, comment investir et s'implanter aux États-Unis. On fait beaucoup de contenu aussi informatif. On rencontre des gens et tout ça. Donc, Cana Investus, on est là pour vous simplifier ça, le tout en français. Donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli, Julien et Mathieu. C'était vraiment enrichissant. C'est le fun de voir Avec plaisir. bon, la France n'est pas si différente que le Québec, que le Canada. Donc, Oui. je trouve que ça fait un bon lien avec l'investissement américain. Euh, c'est soulageant de voir que on peut s'en sortir, puis on peut faire des affaires vraiment fructueuses ailleurs que notre maître Propre patrie. pays. Ouais, non, Exactement. merci pour ton temps, ouais, Julien. Julien et Kevin, pardon. Merci pour ton temps, Kevin. Je vais la refaire. Pour après, oui, de notre côté, pour les investisseurs français,
Pour nous, il y a une adresse, c'est french-associate.us. N'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site. Ça, c'est pour l'accompagnement en visa E2 et création de LLC. Pour la partie investissement immobilier, c'est Julien avec le site investir.us. Et on mettra à nouveau les descriptions, les liens pardon, dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous retrouver aussi en podcast audio pardon, aujourd'hui sur Spotify et le podcast vidéo sur la chaîne investir.us dans le petit onglet podcast. C'est parfait, j'ai plus rien à dire. Oh, tu vu ça? Bon allez, juste un dernier conseil. Moi, je vais mettre que côté français, voilà, il est pas trop tard. Bien au contraire, il y Ouais, a plein de choses à faire aux États-Unis. Bon, le but, c'était pas d'être négatif sur nos pays d'origine, plutôt d'essayer de dresser un constat, factuel. Il y a plein de choses positives aussi dans ces pays, mais bon, là, on parlait purement business, hein, c'est le but du podcast, et puis surtout, on est là pour vous accompagner. Voilà, on pense vraiment qu'on est capable et qu'on a l'expérience pour le faire, aussi bien sur la partie immobilière, investissement immobilier, que sur la partie accompagnement, implantation en visa E2 pour vous mettre en position de succès. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les adresses, tous les sites web pour prendre contact. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bye bye. merci à tous, au prochain Salut, épisode. merci beaucoup. Ciao.